Maintenant, donc, intervient la communication de notre collègue de Leyde, Rins de Boer, qui est un spécialiste de l'époque paléo-babylonienne, qui a aussi des projets sur Marie. Et donc, il va nous présenter son grand projet sur Marie, c'est-à-dire le dossier de Sumchu-Rabi, gouverneur de Sagaratum en temps de guerre. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, je remercie Dominique Charpin pour l'invitation. Je viens de voir qu'il fait 36 degrés dehors, donc je suis très content que la salle est climatisée. En fait, c'est toujours un immense plaisir pour moi d'être à Paris. Il y a quelques années, voyons voir si ça marche. Ah bon. Il y a quelques années, Jean-Marie Durand et l'équipe de Marie m'ont confié la publication d'un groupe de lettres, la correspondance de Sumchu-Rabi. Pour ceux qui ne peuvent pas lire le cunéiforme, ça dit Uma Sumchu-Rabi. Il était gouverneur de la province de Sagaratum au début du règne du roi sémalite Zimri-Lim. Je commencerai tout d'abord par quelques informations de base sur le corpus avant d'aborder la carrière de cet homme. Il a d'abord été en poste pour le royaume d'Haute-Mésopotamie de Samsi-Adou avant de passer du côté de Zimri-Lim. Sa correspondance de gouverneur est assez typique. Mais, comme vous pouvez le constater, je veux surtout mettre en lumière les lettres de Sumchu-Rabi qui concernent le conflit yéménite, lequel a marqué les 4 premières années du règne de Zimri-Lim. La correspondance de Sumchu-Rabi compte près de 50 lettres, dont quelques-unes ont déjà été publiées. Il est intéressant de noter aussi que son nom apparaît sous 2 graphies. Donc, pour ceux qui peuvent lire le cunéiforme, Simchu-Rabi et Sumchu-Rabi. La première étant probablement la forme amorite et la seconde, plus courante, Sumchu-Rabi, une version acadianisée. Durand a montré que ce n'est pas un cas isolé dans les archives de Marie, avec par exemple le roi de Kourda, Benashtar, qu'on connaît aussi sous le nom de Bunu-Eshtar. Le nom de Sumchu-Rabi est, à mon avis, unique dans le corpus paléo-babylonien. Je ne connais qu'une personne qui a ce nom, et ça signifie à peu près « la joie est grande ». Il y a des autres savants qui pensent que ça signifie le grand-père est un guérisseur, mais moi je suis de l'école que ça veut dire « la joie est grande ». Je ne mentionne pas des noms. Sumchu-Rabi faisait partie de ces fonctionnaires qui ont fait carrière sous Samsi-Adou, dont vous pouvez voir ici l'image sur son sceau que j'avais tiré de l'article de Julie Patrier. Où est Julie? Elle est ici, non? Ah, c'est dommage. En tout cas, il n'était pas rare que des fonctionnaires changent de camp, de Samsi-Adou à Zimri-Lim, dans les archives de Marie. Le devin, puis Premier ministre Askoudoum en est un bon exemple, mais aussi le chef musicien Richia et de nombreux fonctionnaires de moindre rang. Nous trouvons d'abord Sumchu-Rabi en poste à Tutul, où il exerçait des fonctions de gouverneur ou du moins des responsabilités similaires. Des archéologues allemands sous la direction d'Eva Stromenger ont retrouvé 2 lettres qui lui étaient adressées ainsi qu'un petit dossier administratif concernant une épizootie. Dans le corpus de Marie, 2 lettres envoyées par Sumchu-Rabi datant de cette époque ont été identifiées. L'une au roi Yasmachadou et l'autre à son secrétaire personnel Sinmo Balit.
Dans ma propre interprétation de la chronologie de Marie, Tutul a déjà été conquise environ 2 mois après la mort de Samsi-Adou. Et on peut imaginer que Sumkhurabi, étant en poste à Tutul, a ouvert les portes de Tutul aux forces simalites qui arrivaient. Et à ce propos, vous voyez aussi la partie iconographique d'une sceau de Marie assez connue. C'est le sceau, qui c'est? Oui, c'est le sceau de Mukanichum, un fonctionnaire du palais de Marie. Et la figure qui terrasse l'ennemi est probablement Zimri-Lim lui-même. Donc je prends la figure ici comme Zimri-Lim. Une fois Tutul prise, il faudra encore 5 mois avant que les forces du royaume d'Haute-Mésopotamie ne soient vaincues et que le royaume de Marie ne soit reconquis. Ce succès n'est pas dû à Zimri-Lim, mais plutôt au chef tribal simalite Banoum. Et Jean-Marie a écrit sur Banoum dans ARM 33. Banoum a installé ses propres hommes à des postes clés, exerçant ainsi aussi une forte influence sur le jeune et probablement inexpérimenté Zimri-Lim. Au début de Zimri-Lim, nous voyons Sumkhurabi autour de Marie, mais son activité principale semble avoir été celle d'ambassadeur à la cour d'Alep, auprès de son puissant roi Yarem-Lim. Une lettre de sa correspondance détaille une visite à Yarem-Lim. Et je vous laisse le temps de lire le petit fragment. Donc, c'est assez typique pour des lettres paléo-babyloniennes. Malheureusement, il ne dit pas à quoi ça parle. Donc, il indique seulement que les échanges avec Yarem-Lim se sont bien déroulés et qu'il en dira davantage à Zimri-Lim de vive voix. Bon, 7 mois après son accession au trône, Zimri-Lim, lassé de la domination de Banoum, a mené avec succès une campagne militaire contre Kachat en Syrie du Nord, où un partisan de Samsi-Adou tenait encore bon. Banoum est mort dans des circonstances mystérieuses et plusieurs des hommes qu'il avait nommés ont été démis de leurs fonctions et ont dû demander des allocations chômage. C'est probablement à ce moment que Sumkhurabi a été nommé gouverneur de l'importante province de Sagaratum. Dans ses lettres, il se plaint à plusieurs reprises de la situation économique difficile et aussi de sa propre situation. Dans mon étude de la correspondance de Sumkhurabi, j'avais classé les lettres selon les catégories suivantes, qui sont aussi typiques pour des autres gouverneurs de province, comme les plus connus, Kebri Dagan, Bardilim, Yakemadou. Et c'est Brigitte Lyon qui les a étudiés la première fois, les gouverneurs de Zimri-Lim. Donc il y a des lettres sur l'annonce des ambassades étrangères, rapport sur le système hydraulique et les travaux agricoles, rapport informant le roi sur l'état du pays et les faits divers, lettres sur l'administration du district, messages sur la livraison d'objets et de personnes destinées au palais, rapport sur des directives royales. Mais, comme je l'ai indiqué au début, je veux me concentrer plus particulièrement sur les lettres traitant des troubles que Zimri-Lim a connus avec les Yaminites, vivant à l'intérieur du royaume de Marie. C'est un sujet fascinant qui reste encore à étudier et à comprendre pleinement,
Donc, Jean-Marie Durand a publié de nombreuses pièces de ce puzzle dans ARM 33, 34 et 35, mais des questions de chronologie restent encore floues. Et il reste encore des lettres à publier, donc peut-être la correspondance d'Ibal Piel qui en parle aussi. La correspondance de Soum Kharabi donne aussi quelques données. Mais ce qui suit est ma propre interprétation, fondée largement, bien sûr, sur les travaux de Jean-Marie Durand. Donc, je vous donne tout d'abord un petit résumé de conflit yéménite. Le conflit yéménite a commencé après la mort de Samsi Adou, lorsque les Simalites, sous Banoum, et le jeune Zimrilim ont reconquis Mari avec l'aide des Yaminites, représentés par 5 rois tribaux. C'est Banoum qui a négocié au nom de Zimrilim un accord permettant à ces rois et leurs gens de s'installer dans des villes comme Samanum, Mishlan, Rakoum et Ilumuluk, créant ainsi des micro-royaumes au sein du royaume de Mari. Il faut dire que le dernier roi, Dadi Khadoun, était vraisemblablement le frère de la mère de Zimrilim, donc il occupait une position particulière, régnant depuis Abatoum, près de Toutoul. Donc il n'avait pas un grand rôle dans le conflit yéménite. Le mort de Banoum, 7 mois plus tard, n'a laissé aucun garant de la paix. Des conseillers comme Askoudoum ont poussé vers une politique anti-yéménite, tandis que les rois yéménites se considéraient comme les égaux de Zimrilim, plutôt que comme ses vassaux. Les Yéménites ont ouvert les hostilités en attaquant Douyartunlim avec 6000 hommes du clan Uprapu. Mais ils ont été vaincus finalement à Sagaratoum. Voilà, Zimrilim. Les rois yéménites ont fui vers le nord, bien que les possessions yéménites aient été épargnées grâce à une amnistie générale de la part de Zimrilim. Et tout ça était environ Zimrilim 2, mois 2. Zimrilim est à Mari. Des espions ont suivi la trace des 4 rois en fuite, qui ont été chassés d'Alep et de Katna et d'ailleurs, mais finalement ils se sont installés dans les Almakoum sur le Balir, où des rois locaux les ont soutenus. Ces rois ont même tenté, sans succès, d'y fonder un nouveau royaume, en prenant la petite ville de Serdar et en prenant ou pas la ville de Achouna. Zimrilim avait même des espions yéménites. Donc, Jean-Marie a publié dans ARM 34 la correspondance de Atamrel et Kilamarat, 2 de ces espions yéménites. Mari et Zimrilim, ils ont d'abord sous-estimé la menace. Donc, ces situations que les rois étaient en fuite et qu'ils ont essayé de fonder un nouveau royaume, ça a duré, à mon avis, à peu près 1 an. Et lors de la 3e année de règne de Zimrilim, alors qu'il menait campagne dans le nord et conquérait Ashlaka, le roi d'Eshnouna a profité de l'absence de Zimrilim pour reprendre le Souchoum, la région au sud de Mari. Ce n'était pas vraiment une invasion du royaume de Mari, ce que Jean-Marie a établi, mais c'était plutôt de reprendre ce que Eshnouna avait auparavant. Et cela, l'attaque par Eshnouna a encouragé les Yéménites à tenter d'obtenir une 2e fois leur autonomie en espérant l'appui d'Eshnouna.
Mais Ibalpel II, le roi d'Ejnouna, a poursuivi son propre agenda. Zimrilem est redescendu du nord et a pris la ville fortifiée yaminite, mais cette fois, il n'y a pas eu d'amnistie. Les villes ont été pillées, des prisonniers ont été pris, les terres confisquées et les fortifications rasées. Trois des rois disparaissent des sources, mais Yagir-Adou, un des rois, a tenu bon, rassemblant environ 1000 Yaminites le plus déterminés à Manoukhatan. Et moi, je place cet épisode environ entre Zimrilem 3, mois 8 et Zimrilem 4, mois 2. À Manoukhatan, où la région s'appelle aussi Khalabit, c'est là où l'Euphrate est le plus étroit. Yagir-Adou pouvait ainsi contrôler le trafic fluvial. Mais privé de soutien des autres Yaminites, d'Ejnouna et aussi de Karnilim d'Andarik, l'entreprise de Yagir-Adou était vouée à l'échec. Marie, de son côté, a reçu des renforts envoyés par le royaume de Babylone et de Katna. Et finalement, c'est Askoudoum, le premier ministre, qui a dirigé les forces de Marie contre Yagir-Adou. Il avait d'abord eu du mal à lever les troupes, mais il a construit autour de Manoukhatan un goupourou, ce qui est une palissade ou un fossé. Et apparemment, le siège a été bref. Et Yagir-Adou a de nouveau réussi à s'échapper avant de réapparaître plus tard à Ejnouna. Et environ un an plus tard, la paix a été établie entre les Yaminites et les Simalites sous Zimrilem. Bon, revenons à la correspondance de Soum-Khurabi, car ces lettres apportent une touche supplémentaire au texte publié par Jean-Marie Durand sur le conflit yaminite. Sagaratoum était à cet égard une province frontalière. D'abord, le logement des troupes alliées. Selon les lettres, ce n'était pas une chose simple. Les Babyloniens me sont arrivés, mais il n'y a personne qui les conduise. Un serviteur de Samétar me les a amenés. Or, il m'a dit en ces termes-ci qu'il demeure à Barkhan. Il ne faut pas qu'il reste à Sagaratoum. Ensuite, les Katniens me sont venus de la même façon, sans quelqu'un qui les conduise. Or, ils sont installés à la forteresse de Yartunlim. Ce n'est pas seulement le logement des troupes qui fait problème, c'est aussi le ravitaillement des troupes alliées. Car la situation économique à Sagaratoum ne s'était pas encore complètement rétablie après tous ces combats et après la période entre Samsi-Adou et Zimrilem. On voit dans l'extrait que vous voyez, Soum-Khurabi se plaindre que l'Aboubitim de Dur Yartunlim, qui s'appelle Enlil Ipush, va donner de la fourrine pourrie aux Katnéens. Soum-Khurabi veut paraître si désespéré qu'il se dit prêt à vendre ses propres biens pour nourrir les troupes alliées. Il est même prêt à vendre ses propres serviteurs.
Plusieurs lettres de Soum-Khurabi décrivent des mouvements de troupes yéménites, comme celle-ci. À la fin, vous voyez des stock phrases, en fonction de ces informations et en fonction de sa réflexion. Il faut que mon Seigneur agisse selon sa royauté. Une autre lettre décrit une mission menée par bateau pour recueillir des renseignements sur la présence yéménite à Manoukhatan. Apparemment, la population yéménite de Ganibatoum, c'est une ville sur l'Euphrate, non loin de Douyardunlim, s'était rendue à Manoukhatan pour la fortifier et creuser un puits. Malheureusement, les opérations militaires sont rarement décrites dans les lettres. Mais ici, on voit que le roi avait ordonné à Soum-Khurabi de brûler des roseaux afin de priver les Yéménites d'une ressource. Et la lettre suivante, ça vous donne assez de temps pour la lire, non? Non, à mon avis, c'est mieux de laisser un peu de temps que les gens peuvent lire le texte au lieu de moi de parler. Et cette lettre décrit la capture de 4 Cadnéens démobilisés qui avaient donné aux Yéménites des informations, vraies ou fausses, je ne sais pas, sur la force de contingent des troupes alliées. Bon, apparemment, il y avait 2000 Babyloniens et 1000 Cadnéens. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais... Ah, et enfin, une lettre malheureusement endommagée à l'endroit le plus intéressant, mais cette lettre nous parle de combats réels, et c'est une chose rare. Les Yéménites ont tenté de briser le siège en faisant une sortie contre la palissade ou fossé, le Gopurum. Donc immédiatement, ils ont fait une sortie contre le Gopurum. Toutes les nouvelles que j'ai entendues, je les ai écrites à mon Seigneur. Soum-Khurabi est mort subitement. La date exacte est, comme d'habitude, inconnue, mais cela s'est produit avant Zimrilem 5, mois 7, car un texte de cette date mentionne des dépenses faites aux frères de son foyer. Mais personnellement, je crois qu'il est mort vers le milieu de Zimrilem 4. Sa mort est relatée par Samétar, qui était alors Premier ministre, et la traduction que vous voyez, c'est tirée de ARM 26 de Jean-Marie Durand. J'ai mal aux pieds. Et après, il a dit, j'ai mal au ventre, et tout aussitôt de rendre l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le frère de Jack Sasson avait une solution. C'était une thrombose, apparemment. Et voilà, ça conclut ma communication.